Bonjour à tous. L'histoire que vous allez entendre parle de rupture, de reconstruction et de liberté. Elle suit Isabelle, une femme qui va devoir tout perdre pour enfin se trouver. Ce récit aborde des thèmes difficiles, comme les relations familiales toxiques, la solitude et le courage de recommencer à zéro. Mais c'est aussi une histoire d'espoir, de création et de cette force qu'on découvre en soi quand on n'a plus rien à perdre. Installez-vous confortablement. Cette histoire commence un soir de Noël, quand tout bascule. Cette histoire est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait purement fortuite. Le coffre claque et Isabelle reste immobile devant sa voiture, les yeux fixés sur les 3 sacs cadeaux posés sur le siège passager. Un foulard bleu pour sa mère, du whisky single malt pour son père, un livre de recettes italiennes pour Mathilde. Elle a choisi chaque cadeau avec soin, passé des heures à chercher ce qui pourrait leur plaire. Elle inspire profondément en regardant la maison de ses parents illuminée comme un décor de carte postale. Cette année sera différente, se répète-t-elle en remontant l'allée. Cette année, ils vont enfin la voir. La porte s'ouvre avant même qu'elle ne frappe, et Mathilde apparaît dans sa robe crème parfaitement ajustée, ses cheveux tombant en boucles impeccables sur ses épaules. « Ah, t'es là !» dit-elle sans sourire, son regard glissant sur Isabelle comme sur quelque chose d'encombrant qu'on déplace du passage. Pas de bise, pas de bonjour, juste ce ton légèrement agacé qui fait comprendre qu'elle arrive trop tard ou trop tôt, jamais au bon moment. Mathilde se retourne vers l'intérieur en lançant d'une voix chantante « Maman, Isabelle est arrivée !» Leur mère sort de la cuisine, son tablier de Noël noué à la taille, les mains encore humides qu'elle essuie machinalement sur le tissu. Elle regarde Isabelle une seconde avec cette expression indéchiffrable qui pourrait être de la tendresse ou de la gêne, puis son visage s'étire en un sourire fatigué. « Entre, ma chérie, on allait justement passer à table. » Isabelle franchit le seuil en serrant ses sacs contre elle, et le salon s'ouvre devant elle dans toute sa splendeur de carte de vœux, l'arbre gigantesque croulant sous les guirlandes dorées, la table dressée avec la vaisselle de porcelaine que sa mère ne sort qu'une fois par an, les bougies parfumées diffusant leur odeur de cannelle et d'orange. Une dizaine d'invités sont déjà installés autour de la table. Oncles, tantes, cousins qu'elle ne voit qu'à Noël et qui lèvent à peine les yeux à son arrivée. Théo, le fiancé de Mathilde, trône à côté de son père et ils rient ensemble comme de vieux complices, verre de champagne levé, parlant promotions immobilières et investissements avec cette assurance des hommes qui réussissent. Isabelle pose ses cadeaux sous l'arbre, où s'empilent déjà des dizaines de paquets magnifiquement emballés, et personne ne remarque son geste, personne ne dit merci. Elle rejoint la table et s'assoit à la place qu'on lui a laissée tout au bout, coincée entre 2 cousins qu'elle connaît à peine et qui reprennent leur conversation sans l'inclure. Le dîner commence dans un brouhaha joyeux de fourchettes qui tintent et de conversations qui s'entremêlent. Isabelle mâche son toast au foie gras en silence, observant sa famille comme on regarde un film dont on ne fait pas partie. Elle tente une percée quand la conversation ralentit. « Au fait, j'ai postulé pour une formation en photographie à Marseille, » dit-elle d'une voix qu'elle voudrait assurer, mais qui tremble légèrement. Son père lève brusquement son verre sans même la regarder. « Mathilde, raconte encore à tout le monde comment Théo t'a demandé en mariage. Cette histoire est tellement romantique. » Et voilà. C'est reparti. Tous les regards se tournent vers Mathilde, qui rosit délicieusement en racontant pour la 3e fois de la soirée la demande sur une plage des Maldives au coucher du soleil. Isabelle baisse les yeux sur son assiette et sent cette brûlure familière dans sa gorge, celle qui précède les larmes qu'elle ne versera pas. Le plat principal arrive, un chapon doré à la perfection que leur mère pose fièrement au centre de la table sous les applaudissements. Les verres se remplissent, les joues se colorent, l'ambiance monte d'un cran. C'est alors que Mathilde se lève, une coupe de champagne à la main, et le silence se fait instantanément. « J'ai une annonce à faire », dit-elle en regardant Théo qui lui sourit avec adoration. « Théo et moi, on se marie en juin, et on voulait vous dire à tous à quel point vous comptez pour nous. » Elle marque une pause théâtrale, promène son regard sur les convives. « Pour notre mariage, on veut quelque chose de vraiment intime, vous comprenez. Juste les gens qui comptent vraiment, les gens importants dans nos vies. » Son regard glisse sur Isabelle une fraction de seconde avant de revenir aux autres invités qui lèvent leur verre en criant des félicitations. Isabelle sent son cœur se serrer, mais elle lève quand même son verre machinalement, la main tremblante. C'est là que son père se lève brusquement, le visage dur, et la regarde enfin.
Vraiment. Isabelle, je crois que c'est le moment pour toi de partir. La famille de ta sœur n'a pas besoin de toi ici ce soir. Les mots tombent comme des pierres dans le silence soudain. Isabelle reste figée, sa coupe à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Quoi? Papa, c'est Noël, Mais il ne la laisse pas finir et attrape le dossier de sa chaise qu'il tire brusquement en arrière. Isabelle perd l'équilibre et bascule, son corps heurtant le sol dans un bruit sourd, son épaule cognant le coin du buffet. Les verres tremblent sur la table. Quelqu'un pousse un petit cri étouffé. Puis c'est le silence. Un silence écrasant, épais, où résonne soudain le rire de Mathilde, un rire léger et cristallin, comme si elle venait d'assister à une scène amusante. Isabelle se relève lentement, les joues en feu, le corps tremblant de honte et de choc. Elle voit du coin de l'œil deux invités qui sortent discrètement leur téléphone, probablement pour filmer ou photographier. Sa mère détourne le regard en portant sa serviette à ses lèvres. Personne ne dit rien. Personne ne bouge pour l'aider. Isabelle ramasse son manteau d'une main maladroite, attrape son sac et traverse le salon sous les regards qui fuirent les siens. Elle sort dans le froid glacial de décembre, et la porte se referme derrière elle sur les rires qui reprennent déjà à l'intérieur. Sur le trottoir, elle reste plantée là quelques secondes, incapable de bouger, et c'est alors qu'elle remarque les voisins d'en face debout derrière leurs fenêtres illuminées, qui la regardent, témoins silencieux de son humiliation. Elle baisse la tête et marche vers sa voiture aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permettent. Dans l'habitacle, elle agrippe le volant à deux mains et fixe la maison où les ombres continuent de danser derrière les rideaux. Son téléphone vibre. Message du groupe familial. Elle ouvre machinalement. Mathilde vient d'écrire « Bon, maintenant on peut vraiment fêter. » 3 personnes ont déjà réagi avec des cœurs. Isabelle sent son estomac se retourner, ouvre la portière juste à temps et vomit sur le parking enneigé. Quand elle relève la tête, les larmes coulent enfin, incontrôlables, et elle démarre le moteur sans regarder en arrière. Isabelle pousse la porte de son studio et l'odeur de renfermer la frappe immédiatement. 18 mètres carrés sous les toits, un lit défait, une kitchenette encombrée de vaisselle sale, des cartons jamais vraiment déballés depuis son emménagement il y a 6 mois. Elle laisse tomber son manteau par terre et s'effondre sur le lit tout habillée, fixant le plafond où une tache d'humidité dessine une forme qu'elle pourrait confondre avec un visage si elle plissait assez les yeux. Son téléphone vibre toutes les 10 minutes, mais elle ne le regarde pas, ne veut pas voir, ne veut plus rien savoir. Le premier jour passe dans un brouillard étrange, où elle ne distingue plus vraiment les heures. Elle dort par à-coups, se réveille en sursaut avec le souvenir du rire de Mathilde qui résonne dans ses oreilles, se rendort pour échapper à la réalité. La lumière change derrière les rideaux qu'elle n'a pas ouverts, passe du gris au noir puis au gris à nouveau. Son ventre gargouille, mais l'idée de se lever lui paraît insurmontable, comme si son corps pesait 3 fois son poids normal et que le simple fait de bouger nécessiterait une énergie qu'elle n'a plus. Le deuxième jour ressemble au premier, sauf que la faim devient une douleur sourde qui irradie dans tout son corps. Elle tend le bras vers la table de nuit, attrape son téléphone éteint et le rallume d'une main tremblante. L'écran s'illumine et les notifications explosent, 52 messages non lus, la plupart du groupe familial. Elle ouvre, incapable de s'en empêcher, sachant pourtant qu'elle va se faire mal. Mathilde a écrit « Trop drama ». Leur mère a répondu « Tu as gâché la soirée de ta sœur, j'espère que tu es fière de toi ». Et leur père a ajouté « Tu ne changes jamais, toujours à te victimiser ». Isabelle lit et relit ces mots jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des signes noirs sur fond blanc qui dansent devant ses yeux. Elle pense à Chloé, son ancienne meilleure amie de la fac, celle avec qui elle passait des nuits entières à refaire le monde autour de cafés froids et de cigarettes partagées. Elles ne se sont pas parlé depuis 2 ans, depuis qu'Isabelle a raté son anniversaire pour la 3e fois, parce qu'elle devait encore gérer un drame familial. Mais peut-être que maintenant, peut-être que cette fois Chloé comprendrait. Elle compose le numéro qu'elle connaît encore par cœur et attend, le souffle court. 3 sonneries, puis « Allô ?» La voix est froide, méfiante, celle qu'on prend pour un démarcheur téléphonique. « Chloé, c'est Isabelle, Elle ne finit pas sa phrase que Chloé soupire, ce soupir long et fatigué qui en dit plus que des mots. « Isabelle, on s'est pas parlé depuis 2 ans. Tu appelles seulement quand ça va mal, tu le sais ça? Franchement, c'est épuisant. Prends soin de toi, vraiment, mais trouve quelqu'un d'autre. » Le silence qui suit est pire que tout.
Puis le bip qui signale que la communication est coupée résonne comme un jugement définitif. Le 3e jour, Isabelle finit par se lever parce que son corps n'en peut plus. Elle ouvre le frigo et découvre qu'il est vide à part une bouteille de lait périmé et un yaourt dont elle préfère ne pas vérifier la date. Elle commande une pizza sur son téléphone avec les gestes automatiques de quelqu'un qui ne pense plus vraiment, attend 40 minutes en fixant le mur, mange 4 parts sans rien goûter, puis laisse le reste dans le carton ouvert sur la table. C'est en allant se laver les mains qu'elle aperçoit son reflet dans le miroir de la salle de bain et se fige. La femme qui la regarde est une étrangère aux cheveux gras collés au crâne, aux cernes violettes qui mangent la moitié de son visage, au regard vide de quelqu'un qui a arrêté d'espérer. Elle murmure « Je ne peux plus vivre comme ça », et sa voix est si faible qu'elle l'entend à peine elle-même. Elle est au plus bas, complètement perdue, échouée dans ce studio qui sent la défaite et la tristesse. Elle retourne vers son lit en titubant, et c'est là que son pied heurte un carton à moitié ouvert. Elle se penche, fouille dedans machinalement, et ses doigts rencontrent quelque chose de dur. Son ancien portfolio de l'école de photo. Elle l'ouvre, et les images dans noir et blanc s'étalent devant elle comme des fantômes d'une autre vie, celle où elle avait encore des rêves et du talent, celle où Madame Dupré lui disait « Isabelle, tu as un œil rare, ne le gâche pas en vivant petitement. » Les photos sont belles, vraiment belles, primées lors de concours étudiants, et elle se souvient de cette fierté qu'elle ressentait en les voyant accrochés dans les couloirs de l'école. Elle reste assise par terre au milieu des cartons pendant 1 heure à feuilleter son passé, puis elle se lève lentement, ouvre son ordinateur poussiéreux et tape dans la barre de recherche. Madame Dupré, photographe Marseille. Le site apparaît, simple et élégant, avec une photo de son ancienne professeure dans son atelier du Panier, plus vieille, mais toujours ce même regard perçant qui voyait à travers les apparences. Isabelle clique sur la page contact et ses doigts se mettent à taper comme possédés. Madame Dupré, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, Isabelle Dubois, j'ai été votre élève il y a 5 ans. J'ai besoin d'aide. Elle hésite longtemps avant d'appuyer sur envoyer, puis ferme les yeux et clique. Il est 3 heures du matin, et pour la première fois depuis 3 jours, elle se sent capable de respirer un peu plus profondément. La réponse arrive le lendemain matin, 2 mots qui changent tout. Viens, Dupré. Isabelle fixe l'écran de son téléphone en retenant son souffle, puis se lève d'un bond comme si rester immobile 1 seconde de plus risquait de faire disparaître ce minuscule espoir. Elle ouvre son ordinateur et cherche des billets de train pour Marseille, trouve un départ dans 6 heures, tape ses coordonnées bancaires sans réfléchir. 340 € qu'elle n'a pas vraiment les moyens de dépenser, mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Elle passe les heures suivantes dans une frénésie organisée, vidant son studio de tout ce qui a encore de la valeur. Les meubles partent sur Le Bon Coin à des prix ridicules. Le canapé pour 50 €, la table pour 20, même sa télévision qu'elle bradait à 30 € à un étudiant qui arrive en scooter. À midi, elle a récupéré 1 400 € en liquide qu'elle range dans une enveloppe au fond de son sac. Elle ouvre son ordinateur portable, rédige un email de démission à son patron de l'agence de communication qui ne la respecte pas et envoie sans relire. Puis elle prend son téléphone et tape un message à Lucas, son petit ami qui passe plus de temps à la rabaisser qu'à l'aimer. « C'est fini. Ne me contacte plus. » Elle bloque son numéro avant même qu'il puisse répondre. Le dernier geste est le plus difficile. Elle ouvre le groupe familial où les messages continuent de s'accumuler. Tous ces mots qui ne parlent que du mariage de Mathilde, des robes, des fleurs, du traiteur, comme si elles n'avaient jamais existé. Elle descend tout en bas du fil de discussion et tape lentement « Je pars, ne me cherchez pas ». Puis elle bloque tous les numéros un par un, son père, sa mère, Mathilde, et éteint son téléphone. Son écran affiche 47 appels manqués qu'elle ne rappellera jamais. Le train file à travers la campagne française et Isabelle regarde défiler les paysages sans vraiment les voir, une valise à ses pieds contenant tout ce qui reste de sa vie, des vêtements, son appareil photo, le portfolio qui l'a sauvée. Quand elle descend à la gare Saint-Charles 6 heures plus tard, la chaleur méditerranéenne la frappe comme une gifle malgré l'hiver. Elle prend le métro jusqu'au Vieux-Port en serrant sa valise contre elle, puis monte à pied les ruelles étroites du Panier en suivant l'adresse que Madame Dupré lui a envoyée. L'atelier se trouve au 3e étage d'un immeuble décrépit, aux murs délavés par le soleil. Isabelle frappe 3 coups,
et la porte s'ouvre sur une femme de 65 ans, aux cheveux gris coupés courts, vêtue d'une chemise tachée de peinture et d'un jean déchiré. Madame Dupré la regarde de la tête aux pieds sans sourire. « T'as maigri. Entre. » L'intérieur est un chaos organisé de toiles, d'appareils photo vintage, de livres empilés jusqu'au plafond et d'odeurs mélangées de térébenthine et de café fort. Madame Dupré lui montre un canapé défoncé dans un coin. « Tu dors là. Mais écoute-moi bien, Isabelle. Je t'offre un toit, pas une thérapie. Tu bosses, tu te trouves un job alimentaire et tu photographies tous les jours. Tous les jours, tu m'entends? Sinon, dans un mois, tu dégages et je te jure que je ne répondrai plus jamais à tes emails. » Isabelle hoche la tête, incapable de parler tant sa gorge est serrée. « D'accord, » murmure-t-elle enfin. Les jours suivants sont une plongée brutale dans la réalité. Isabelle trouve un poste de serveuse dans un bar à tapas près du Vieux-Port, des horaires de 18h à 2h du matin, des clients qui la sifflent et laissent des pourboires minables, des pieds qui saignent dans ses chaussures trop petites. Le jour, elle photographie tout ce qui bouge dans les quartiers nord, les ruelles où sèche le linge entre les immeubles, les visages marqués des gens qui attendent le bus, la beauté étrange qui se cache dans la crasse et l'abandon. 3 semaines passent dans cette routine épuisante. Un soir, après 13 heures de service, elle s'effondre en pleine rue en rentrant chez Madame Dupré. Les larmes viennent sans prévenir, incontrôlables, et elle se retrouve assise sur un trottoir à sangloter comme une enfant perdue. Un homme s'arrête devant elle, la trentaine, blouson usé, regard fatigué mais pas indifférent. « Ça va aller ?» demande-t-il doucement. Elle lève la tête et le repousse d'un geste brusque. « Tu me connais même pas? Comment tu peux dire ça? » Il hausse les épaules sans se vexer. « Je dis ça à tout le monde. Des fois ça aide, des fois non. » Son honnêteté brutale désarme Isabelle qui essuie son nez du revers de la main. Il reste là quelques minutes à parler de tout et de rien, et elle apprend qu'il s'appelle Samir, qu'il est éducateur social dans les quartiers nord. Quand elle mentionne qu'elle photographie, il demande « Pourquoi faire ?» Elle répond sans réfléchir « Pour arrêter d'avoir l'impression que j'existe pas. » Il la regarde bizarrement, puis sort une carte froissée de sa poche. « Si tu veux photographier des trucs réels, viens à mon assaut. Mais je te préviens, c'est pas joli. » Isabelle prend la carte et rentre chez Madame Dupré avec ce bout de carton serré dans sa main comme une promesse. Isabelle pousse la porte de l'association 2 jours plus tard, son appareil photo en bandoulière comme un bouclier. L'endroit sent le café réchauffé et la craie, les murs sont couverts de dessins d'enfants et de posters défraîchis sur les droits civiques. Samir lui fait signe d'entrer dans une salle où une dizaine d'adolescents sont assis en cercle, certains avachis sur leurs chaises, d'autres les bras croisés dans une posture défensive. Elle reste debout dans un coin et commence à photographier discrètement, capturant les visages fermés, les regards qui fuient, cette violence contenue qui vibre dans l'air. C'est pendant l'atelier qu'elle voit Mehdi pour la première fois. 15 ans, hoodie gris trop grand, des yeux qui ont déjà trop vu. Son téléphone vibre au milieu de la session et il le regarde, se fige, puis sort précipitamment de la salle. Isabelle le suit instinctivement et le trouve dans le couloir, effondré contre le mur, le visage dans les mains. Il pleure sans bruit, son corps secoué de sanglots qu'il essaie d'étouffer. Elle lève son appareil sans réfléchir et capture ce moment de douleur pure, pas de manière voyeuriste mais comme on témoigne de quelque chose d'essentiel. Samir arrive, s'accroupit près de Mehdi et le serre dans ses bras. Le frère du gamin vient d'être condamné à 5 ans de prison. Plus tard, Samir regarde la photo sur l'écran de l'appareil et murmure « Incroyable, t'es pas une touriste ». C'est le plus beau compliment qu'on lui ait fait depuis des années. Isabelle rentre chez Madame Dupré ce soir-là avec quelque chose qui ressemble à de l'espoir, et quand son ancienne professeure voit les images, elle décide de l'inscrire au concours national Jeune Regard, catégorie professionnelle. Isabelle passe 3 semaines à sélectionner ses 10 meilleures images, retravaille les contrastes jusqu'à 2h du matin, relit sa note d'intention 20 fois. Elle envoie le dossier en tremblant et attend. 22 jours d'angoisse où elle vérifie ses emails toutes les heures, où elle se réveille la nuit en imaginant déjà la victoire, déjà la reconnaissance. La réponse arrive un mardi matin. Objet, résultat concours, jeune regard. Elle ouvre d'une main tremblante et lit le premier mot. Refusé. Le reste du message se brouille devant ses yeux. Elle paie 15 € pour avoir le commentaire du jury et le lit en boucle. Travail techniquement correct, mais émotionnellement distant.
La photographe observe de l'extérieur, ne s'implique pas dans son sujet. Manque de profondeur. Quelque chose se brise en elle. Elle rentre à l'atelier comme une furie, attrape son appareil et le balance contre le mur de toutes ses forces. Il explose en 1000 morceaux, objectif brisé, boîtier fendu. « Je suis nulle !» hurle-t-elle en tombant à genoux. « J'ai tout quitté pour ça? Pour me faire rejeter aussi brutalement ?» Madame Dupré la laisse crier, vider sa rage, puis dit froidement « T'as fini ton cirque? Bien, maintenant écoute-moi. Tu sais pourquoi t'as raté? T'as peur? Tu photographies la souffrance des autres parce que t'oses pas regarder la tienne. Tu crois qu'en restant derrière l'objectif tu te protèges, mais l'art ça marche pas comme ça. » Isabelle passe le mois suivant en chute libre. Elle abandonne la photo, ne fait plus que son service au bar et dort. Samir essaie de la voir, mais elle invente des excuses pathétiques. Il finit par débarquer un soir devant le bar à la fermeture. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle explose. « J'ai échoué, tu comprends? Je suis exactement ce que ma famille a toujours dit, une ratée qui se prend pour une artiste mais qui ne vaut rien. » Il la regarde longuement puis part sans un mot, la laissant encore plus seule. 2 jours plus tard, il revient et pose une enveloppe sur la table. Dedans, des photos de lui enfant, visage tuméfié, œil au beurre noir. Mon père était violent pendant 15 ans. J'ai fait comme si ça n'existait pas jusqu'au jour où un éducateur m'a forcé à regarder en face. C'est là que j'ai pu avancer. Il fixe Isabelle droit dans les yeux. T'es pas nulle. T'as juste jamais osé montrer ce que toi tu ressens. Arrête de te cacher. Il sort et Isabelle reste seule avec ces images qui lui renvoient sa propre lâcheté en pleine figure. Isabelle recommence à photographier, mais différemment cette fois. Elle se photographie elle-même dans le miroir fissuré de son studio, le visage ravagé par les larmes, les cheveux en désordre, le regard qui ose enfin affronter sa propre douleur. Elle photographie son téléphone éteint posé sur la table, symbole de tous ses liens coupés, de cette famille qui ne la cherche même plus. Elle retourne à l'association, et cette fois elle ne reste pas en retrait. Elle participe aux ateliers, rit avec les jeunes, pleure avec eux quand ils racontent leurs histoires brisées. Le travail change, devient viscéral, honnête, sans protection. Madame Dupré regarde les nouvelles images et hoche la tête lentement. Là, tu y es enfin. Isabelle et Samir se rapprochent dans cette période étrange, où la douleur partagée crée des liens plus forts que n'importe quelle joie. Un soir, après une session difficile, il lui prend la main 5 secondes avant de la lâcher comme s'il s'était brûlé. Ni l'un ni l'autre ne dit rien, mais quelque chose a changé entre eux. C'est un jeudi matin que son téléphone sonne avec un numéro qu'elle a pourtant bloqué. Elle décroche par réflexe et la voix de sa mère explose dans l'écouteur, brisée par les sanglots. « Isabelle, ma chérie, j'ai eu un malaise, une douleur terrible à la poitrine. Je suis à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. S'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi. » Le téléphone tremble dans sa main. Toute la colère accumulée se heurte à cette peur primitive de perdre sa mère malgré tout. Elle hésite pendant 6 heures, fait les 100 pas dans l'atelier sous le regard silencieux de Madame Dupré, puis finit par prendre un train de nuit. L'hôpital sent le désinfectant et l'angoisse. Isabelle trouve la chambre au 3e étage, pousse la porte et voit sa mère alitée, si pâle sous les néons blancs, une perfusion plantée dans le bras. Quand leurs regards se croisent, sa mère tend une main tremblante vers elle. « Ma chérie, pardonne-moi. J'ai été aveugle pendant toutes ces années. J'ai laissé ton père et ta sœur te traiter comme si tu n'existais pas. Tu me manques tellement. » Les larmes coulent pour de vrai sur ses joues creusées, et Isabelle sent quelque chose céder en elle, ce mur qu'elle a construit pierre par pierre qui commence à s'effriter. Elle s'approche, serre la main de sa mère, sent cette chaleur familière qui la ramène à son enfance. « Maman, je... » La porte s'ouvre brutalement. Son père entre, suivi de Mathilde et Théo. Son père jette un regard à Isabelle puis à sa femme. Bon, maintenant qu'Isabelle est revenue, on peut arrêter cette comédie. Le cardiologue a confirmé, c'était juste une crise d'anxiété, rien de grave du tout. Les mots mettent 3 secondes à atteindre le cerveau d'Isabelle. Elle se fige, regarde son père sans comprendre. Quoi? Mathilde tortille une mèche de cheveux, légèrement gênée, mais pas assez. Ben, maman voulait vraiment que tu viennes pour le mariage. On se marie dans 3 mois, tu te rappelles? Elle pensait que c'était la seule façon de te faire revenir, de reformer la famille. Isabelle lâche la main de sa mère comme si elle venait de toucher du fer brûlant. Elle la regarde, attend qu'elle dise quelque chose, qu'elle nie,
qu'elle se batte pour elle une seule fois dans sa vie. Mais sa mère baisse les yeux, fixe ses mains sur le drap blanc et ne dit rien. Choisit le silence. Choisit de rester dans le mensonge plutôt que de défendre sa fille. Isabelle recule d'un pas, puis d'un autre, son sac serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Elle sort de la chambre sans un mot, les jambes tremblantes, et dans le couloir, elle entend la voix satisfaite de son père. « Tu vois, je te l'avais dit, elle va revenir. Elle a toujours eu besoin de nous de toute façon. » Dans le train qui la ramène vers Marseille à travers la nuit noire, Isabelle ne pleure même pas. Elle fixe son reflet dans la vitre, ce visage qu'elle commence enfin à reconnaître, et quelque chose de définitif se met en place dans sa poitrine. Ce n'est pas de la colère, pas exactement, c'est quelque chose de plus froid et de plus clair. Une certitude. Elle ne retournera plus jamais en arrière. Elle sort son téléphone, ouvre ses contacts et bloque les 3 derniers numéros qu'elle avait gardés par faiblesse. Sa mère, définitivement cette fois. Quand le train arrive en gare de Marseille au petit matin, Isabelle descend sur le quai avec la sensation étrange d'être plus légère, comme si on venait de lui retirer un poids qu'elle portait depuis 28 ans. Retour à Marseille, et quelque chose explose en Isabelle. Elle rentre directement à l'atelier, jette son sac dans un coin et ressort aussitôt sans un mot à Madame Dupré, qui la regarde partir avec inquiétude. Elle marche jusqu'au Vieux-Port, entre dans le premier bar qu'elle trouve et commande un verre, puis 2, puis 3. L'alcool brûle sa gorge et engourdit cette douleur qui pulse dans sa poitrine depuis le train. Les lumières du port se brouillent, les conversations autour d'elle deviennent un bourdonnement lointain, et elle continue à boire jusqu'à ce que le barman refuse de la servir. Elle ne se souvient pas vraiment de la suite. Des fragments décousus, une main inconnue qui la guide dehors, des escaliers qu'elle monte en titubant, un canapé dur sous son dos. Quand elle se réveille le lendemain, elle est chez Madame Dupré, tout habillée, la bouche pâteuse et le crâne explosé par une migraine terrible. La honte la submerge d'un coup, cette honte épaisse et visqueuse de ne même pas savoir comment elle est rentrée. Elle se lève et vomit dans les toilettes pendant 10 minutes. Plus tard dans la journée, elle croise Samir dans la rue près de l'association. Il la voit de loin et elle comprend immédiatement qu'il sait, que Madame Dupré lui a raconté, ou qu'il suffit de regarder son visage défait pour comprendre. Il s'approche, le regard inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? Elle rit jaune, un rire cassé qui sonne faux même à ses propres oreilles. Rien. Tout. Aucune importance. Il insiste doucement. Isabelle, parle-moi. Et quelque chose craque en elle, la colère qui cherchait une cible et qui le trouve là, devant elle. Trop gentil, trop présent. Pourquoi ? Hurle-t-elle soudain. T'es qui pour moi, Samir ? On se connaît depuis 3 mois. Arrête de jouer au sauveur. J'ai pas besoin de toi. Elle voit la douleur traverser son visage comme une gifle. Il recule d'un pas, les mâchoires serrées. Je joue pas. Je m'inquiète, c'est tout. Elle ricane méchamment. Ben t'inquiète pas alors. Je gère. J'ai toujours géré toute seule de toute façon. Il la fixe longuement et quelque chose se durcit dans son regard, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Tu sais quoi ? T'as raison sur un point. Tu fais exactement comme ta famille. Tu blesses les gens avant qu'ils aient le temps de te blesser. Bonne chance, Isabelle. Il tourne les talons et s'éloigne dans la rue sans se retourner. Les 2 semaines qui suivent sont un brouillard gris. Isabelle fait son service au bar comme un automate, rentre dormir, recommence. Elle ne photographie plus, ne va plus à l'association, ne répond plus quand Madame Dupré essaie de lui parler. Elle s'enfonce lentement dans quelque chose qui ressemble à du néant, cette zone floue où plus rien n'a vraiment d'importance. Un soir, Madame Dupré la coince dans la cuisine et pose ses 2 mains sur la table. « Écoute-moi bien, Isabelle. T'as 2 options. Soit tu continues à te détruire petit à petit et tu dégages de chez moi dans 48 heures. Soit tu affrontes ce que t'as dans le ventre et tu crées quelque chose avec. Mais cette zone entre les deux où tu fais semblant d'exister, c'est terminé. » Isabelle la regarde avec des yeux vides. « Je sais pas comment faire. » Madame Dupré adoucit légèrement sa voix. « Ton appareil. C'est ton seul outil. Utilise-le. Arrête de fuir. » Cette nuit-là, Isabelle reste éveillée jusqu'à l'aube à fixer le plafond, puis elle se lève et fouille dans ses affaires jusqu'à trouver 200 € qu'elle avait cachés. Elle sort acheter un appareil photo d'occasion dans une boutique du quartier, un vieux boîtier rayé mais qui fonctionne. Le lendemain, elle se force à retourner à l'association. Samir est là, occupé avec un groupe.
Quand il la voit, son visage se ferme. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix est froide, distante. Isabelle avale sa fierté et murmure « Te demander pardon. Et te demander si je peux continuer à venir ici, photographier, mais aussi aider. Vraiment cette fois. » Long silence. Il la regarde comme s'il cherchait quelque chose dans ses yeux, une preuve qu'elle est sincère. Finalement, il hoche la tête une seule fois. Dernière chance. Ce jour-là, Isabelle participe à un atelier d'écriture avec les jeunes. Elle écrit avec eux, partage ses propres mots sur la trahison et l'abandon, pleure quand Merdi lit son texte d'une voix tremblante. La photo qu'elle prend ce soir-là, Merdi debout devant le groupe, vulnérable et fier à la fois, devient le point de départ de son nouveau projet, celui qui va tout changer. 6 mois passent dans un tourbillon de travail acharné et Isabelle photographie sans relâche, capturant tout ce qui traverse son chemin avec une urgence nouvelle. Elle alterne entre ses autoportraits brutaux, pris dans le miroir fissuré de son studio, et les portraits des jeunes de l'association qu'elle connaît maintenant intimement, Mehdi qui lui raconte ses rêves d'avenir, Yasmine qui écrit des poèmes sur des bouts de papier froissé. Elle ne se cache plus derrière l'objectif, elle vit avec eux, participe à leurs ateliers d'écriture, partage leurs moments de rage et de vulnérabilité. Le travail devient viscéral, honnête, sans protection. Madame Dupré observe l'évolution du projet en silence pendant des semaines, feuilletant les tirages qu'Isabelle étale sur la table chaque soir, et finit par hocher la tête. Cette fois, tu y es. Maintenant, on va leur montrer de quoi tu es capable. Elle la réinscrit au même concours, et Isabelle sélectionne 15 images qui racontent son histoire sans pudeur. Ce mélange de solitude et de reconstruction, de rupture familiale et de communauté retrouvée. Elle écrit sa note d'intention d'un trait à 3 heures du matin, les mots coulant naturellement. Puis elle envoie le dossier et attend, mais différemment cette fois, sans se ronger les ongles, sans vérifier ses emails toutes les 10 minutes. La réponse arrive un mardi ensoleillé alors qu'elle essuie des verres au bar. Son téléphone vibre et quand elle voit le message, elle doit s'asseoir tant ses jambes tremblent. Finaliste. 8e photographe sélectionné sur 290 candidatures. Exposition dans une galerie du Marais à Paris, premier prix de 10 000 € et exposition solo dans 6 mois. Elle appelle Madame Dupré d'une voix tremblante. « Je suis finaliste. » Silence, puis « Bien sûr que tu l'es. Maintenant prépare-toi. Paris va te regarder en face. » Samir et elle se sont lentement rapprochés durant ces mois. Une relation fragile faite de regards qui s'attardent et de mains qui se frôlent. Ils se sont embrassés une fois après un atelier intense, un baiser maladroit dont aucun des deux n'a parlé ensuite. Quand elle lui annonce l'exposition, il la serre dans ses bras. Je le savais. Elle lui demande s'il viendra à Paris et il accepte sans hésiter. Le vernissage a lieu un vendredi de mai. Isabelle arrive 2 heures avant pour voir ses 15 photographies accrochées et quand elle entre dans la galerie, elle reste figée. Ces images sont là, grandes et puissantes. La série s'appelle « Orpheline volontaire » et en voyant ces fragments de sa vie exposés ainsi, elle sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Samir glisse sa main dans la sienne. La salle se remplit vers 19 heures, critiques d'art, journalistes, curateurs qui déambulent entre les œuvres. C'est alors qu'elle les voit entrer et son corps se glace. Sa famille. Son père en costume gris, sa mère en robe élégante qui semble avoir vieilli, Mathilde au bras de Théo. Mathilde a dû voir l'événement sur Instagram. Isabelle les regarde traverser l'espace, s'arrêtant devant chaque photo. Son père s'immobilise devant un autoportrait d'elle pris après l'hôpital, son visage ravagé mais son regard dur. Il secoue la tête avec dédain. Isabelle inspire profondément, sent la main de Samir presser la sienne et s'approche. « Bonsoir. » Sa voix sort calme, sans trembler. Son père la regarde de haut en bas. « Alors c'est ça que tu fais maintenant? Des photographies de gens en difficulté ?» Mathilde ricane légèrement. « Ça change rien au final. T'es toujours aussi en marge de tout. » Isabelle les regarde et sent cette paix étrange qui vient quand on n'a plus rien à prouver. Peut-être. Mais au moins, je le fais pour moi. Le commissaire monte sur l'estrade et tape dans ses mains. Les conversations s'éteignent. Il remercie les présents, parle de l'importance de soutenir les jeunes artistes, puis annonce les résultats. 3e prix, une photographe de Lyon. 2e prix, un photographe de Bordeaux. 1er prix, Isabelle Dubois pour sa série Orpheline volontaire. Le temps se suspend.
Les applaudissements éclatent, mais elle ne les entend qu'à travers un voile. Samir la pousse vers l'estrade et elle monte comme dans un rêve, serre des mains, reçoit le chèque. Dans la foule, son père fixe le sol, Mathilde a les bras croisés, sa mère pleure. Quand elle redescend, elle les cherche, mais ils sont déjà partis, disparus sans un mot. Elle sort sur le parvis où l'air frais la saisit. Samir la trouve debout sous le réverbère et la prend dans ses bras. Elle pleure enfin, pas de tristesse, mais de libération. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Il resserre son étreinte. Ouais, t'as gagné. Retour à Marseille, et les semaines qui suivent à l'exposition passent dans une étrange euphorie mêlée d'angoisse, comme si Isabelle marchait sur un fil tendu entre deux falaises, sans savoir de quel côté elle va tomber. Elle et Samir officialisent leur relation dans la discrétion, des nuits passées ensemble à parler jusqu'à l'aube, des baisers volés entre deux ateliers à l'association, cette tendresse fragile de deux personnes qui ont trop souffert pour se donner facilement, mais qui essaient quand même, parce que quelque chose entre eux ressemble à de l'amour véritable. Ils s'apprivoisent lentement, découvrent leurs cicatrices respectives, apprennent à se faire confiance malgré la peur qui ne les quitte jamais complètement. C'est un mois après l'exposition que tout bascule, et les deux opportunités arrivent exactement en même temps, comme si le destin jouait avec eux. Pour Isabelle, un email d'une fondation artistique berlinoise lui propose une résidence de 6 mois entièrement financée dans un atelier lumineux de Kreuzberg, avec possibilité d'exposer dans une galerie réputée là-bas, le genre d'opportunité qu'on ne refuse pas quand on est photographe et qu'on veut vraiment percer. Pour Samir, une proposition de diriger une nouvelle antenne de son association financée pour 3 ans par la mairie, le projet dont il rêve depuis toujours, celui qui va lui permettre d'aider 10 fois plus de jeunes, de monter une vraie structure avec des moyens, mais c'est à Marseille, et il ne peut évidemment pas partir, son travail est ancré ici, les gamins ont besoin de lui, tout son réseau est dans cette ville. Ils en parlent pendant des nuits entières, assis sur le petit balcon de l'appartement que Samir loue dans le 3e arrondissement, fumant des cigarettes qu'il ne fume d'habitude jamais, tournant en rond dans les mêmes arguments sans trouver d'issue. Samir finit par dire d'une voix cassée qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. « Si tu refuses Berlin à cause de moi, un jour tu vas me détester. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas te réveiller et te dire que t'as sacrifié ta carrière pour un mec et tu vas m'en vouloir, même si tu ne le montres pas, même si tu essaies de te convaincre du contraire. » Isabelle sent les larmes monter et répond en tremblant. « Et si je pars, on se perd. On sait très bien que les relations à distance, ça ne marche jamais, surtout entre 2 personnes comme nous qui ont besoin de se voir, de se toucher pour se sentir en sécurité. » Il la prend dans ses bras et murmure contre ses cheveux avec cette douceur désespérée qu'on a quand on sait qu'on est en train de perdre quelque chose d'irremplaçable. « Isabelle, t'as passé 28 ans de ta vie à vivre pour les autres, pour ta famille qui te méprisait, pour tes petits amis qui te rabaissaient, pour ton ancien travail qui te détruisait. Pour une fois dans ta vie, une seule fois, fais ce qui est vraiment bon pour toi, même si ça fait mal, même si ça nous brise tous les deux. » Elle pleure contre son épaule et ils restent enlacés jusqu'à ce que l'aube décolore le ciel au-dessus des toits de Marseille. C'est durant cette même période que Mathilde frappe un dernier coup et Isabelle reçoit un message d'une connaissance qui lui dit simplement « T'as vu ce que ta sœur a posté ?» Elle ouvre Instagram avec un mauvais pressentiment et tombe sur un long texte publié par Mathilde, accompagné d'une photo de famille prise à Noël dernier, où tout le monde sourit, sauf Isabelle, qui n'y est évidemment pas, puisqu'elle était déjà partie. Le texte dit « Ma sœur a choisi la gloire et l'argent plutôt que sa famille. Elle a abandonné notre mère qui était malade pour aller faire des photographies. Elle nous a trahis alors qu'on l'a toujours soutenue. Mais on lui pardonne quand même parce qu'on est une vraie famille, nous, et qu'on sait ce que ça veut dire de s'aimer inconditionnellement. » Le post a déjà 340 likes et les commentaires s'accumulent, des gens qui ne connaissent rien à l'histoire et qui écrivent « Quelle honte » ou « Pauvre famille ». Isabelle lit et relit le texte, en sentant la rage monter comme une vague brûlante. Elle commence à taper une réponse longue et détaillée où elle raconte tout, l'humiliation de Noël, la manipulation à l'hôpital, les années de mépris, puis elle efface tout et recommence, écrit une autre version plus courte et plus cinglante, puis efface encore. Samir la trouve en train de pleurer devant son téléphone et lui demande pourquoi elle ne répond pas, pourquoi elle ne dit pas la vérité. Elle secoue la tête et murmure « À quoi ça sert ? Ceux qui me connaissent vraiment savent qui je suis. Les autres, tous ces inconnus sur Internet, je m'en fiche complètement.
Je vais pas passer le reste de ma vie à me justifier devant des gens qui ne me connaissent même pas. Elle bloque Mathilde, bloque les derniers membres de la famille qu'elle n'avait pas encore effacés et range son téléphone. 3 semaines plus tard, Isabelle est à la gare Saint-Charles avec sa valise et son appareil photo. Samir debout face à elle sur le quai, pendant que les haut-parleurs annoncent le départ imminent du train pour Paris puis Berlin. Ils ne se disent pas à bientôt parce qu'ils savent tous les deux que ce serait un mensonge. Ils se disent juste merci et prends soin de toi. Ces mots insuffisants qui ne peuvent pas contenir tout ce qu'ils ressentent. Le train démarre lentement et elle le regarde s'éloigner sur le quai, debout, immobile avec les mains dans les poches, et elle pense qu'elle vient de gagner sa liberté, mais que ça fait plus mal que tout ce qu'elle a vécu avant. 1 an passe comme un souffle, et Isabelle travaille à Berlin avec une intensité qui la consume et la reconstruit en même temps, photographiant des femmes qui ont rompu avec leur famille toxique, recueillant leurs témoignages dans des cafés enfumés de Kreuzberg, capturant leurs visages marqués par la douleur et la libération, créant ce projet cathartique qui lui permet enfin de mettre des mots et des images sur tout ce qu'elle a traversé. Elle pense à Samir tous les jours, mais ils ne s'écrivent presque plus. Juste quelques messages espacés qui disent l'essentiel sans jamais parler de ce qui fait vraiment mal. Cette distance qui grandit entre eux comme un océan qu'on ne peut plus traverser. Quand elle rentre à Marseille avec l'argent du prix et ses économies, elle trouve un petit local dans le panier qu'elle transforme en studio-galerie, un espace lumineux aux murs blancs qu'elle baptise la fracture, et c'est là qu'elle expose son travail et donne des ateliers photos le samedi à 3 jeunes, qui viennent apprendre avec des yeux affamés de beauté. Le soir du vernissage de sa première exposition solo, une 50aine de personnes remplissent l'espace, et Madame Dupré est là dans le fond, les larmes aux yeux devant ces images qui racontent le chemin parcouru. Et puis elle le voit entrer, et son cœur s'arrête une seconde avant de repartir en trombe. Samir traverse la salle lentement, seul d'abord, puis une femme brune le rejoint et glisse naturellement sa main dans la sienne, ce geste simple qui dit tout sur leur intimité. Il s'approche d'Isabelle et murmure « Félicitations, c'est vraiment magnifique ». Elle sourit malgré la douleur qui lui tord le ventre et répond « Merci d'être venu ». Un silence s'étire entre eux, chargé de tout ce qu'ils ne diront jamais, puis il ajoute doucement « Elle s'appelle Nadia, on est ensemble depuis 5 mois ». Isabelle hoche la tête et dit avec une sincérité qui la surprend elle-même « Je suis contente pour toi ». Et c'est vrai. Ça fait mal comme jamais, mais c'est vrai. Un mouvement attire son attention et elle se retourne pour voir sa mère debout près de l'entrée, seule, vieillie de 10 ans en 1 an, les traits tirés par quelque chose qui ressemble à du regret. Leurs regards se croisent à travers la foule et sa mère s'approche lentement, comme on marche vers un gouffre dont on ne connaît pas la profondeur. « Isabelle, je peux te parler ?» Elles sortent sur le trottoir où l'air frais de la nuit marseillaise les enveloppe et sa mère commence d'une voix tremblante. « Je suis venue parce que je voulais te dire que je suis désolée. Pour tout, pour Noël, pour l'hôpital, pour toutes les fois où je n'ai rien dit quand j'aurais dû te défendre. Je suis encore avec ton père, et Mathilde ne me parle presque plus depuis ton exposition à Paris parce qu'elle dit que c'est de ma faute si tu nous as trahis. Alors je me retrouve seule finalement, et je mérite probablement de l'être. » Isabelle la regarde longuement en sentant ce mélange étrange de pitié et de colère qui s'entremêlent, sans pouvoir se démêler vraiment, et elle demande simplement « Pourquoi t'es venue alors ?» Sa mère essuie ses larmes du revers de la main et répond d'une voix à peine audible « Pas pour que tu me pardonnes parce que je sais que c'est peut-être impossible, juste pour que tu saches que je regrette vraiment. » Isabelle inspire profondément l'air salin qui monte du port et dit avec une douceur ferme « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, maman. Mais merci d'être venue. » Sa mère hoche la tête, comprend que c'est tout ce qu'elle obtiendra ce soir, et s'éloigne lentement dans la nuit. Isabelle remonte dans son atelier à l'étage et sort sur le petit balcon qui donne sur les toits de Marseille, scintillant sous les étoiles, comme une promesse qu'on ne fait à personne d'autre qu'à soi-même. Son téléphone vibre, un email d'une petite galerie de Lyon qui veut exposer son travail. Rien de spectaculaire, pas le MoMA ni une consécration internationale, juste Lyon et c'est suffisant. C'est même parfait. Elle range le téléphone et regarde le ciel en pensant à Samir avec cette Nadia, à sa mère qui vieillit seule dans sa culpabilité, à sa famille qui ne sera jamais ce qu'elle aurait voulu, mais elle pense aussi à son atelier en bas, à Madame Dupré, aux 3 jeunes qui viennent apprendre le samedi, à son travail qui existe et qui compte. Elle murmure dans le vide. Ça suffit. Elle n'est pas heureuse comme dans les films, elle est juste là, vivante, libre,
brisée et reconstruite, et pour la première fois de sa vie, elle ne demande la permission à personne d'exister. L'histoire d'Isabelle ne finit pas ici. Elle commence enfin, et cette fois c'est vraiment la sienne. Voilà. L'histoire d'Isabelle se termine ici, une histoire de douleur, de courage et de liberté. Une histoire qui nous rappelle que parfois, se perdre c'est se trouver, et que la paix vient quand on arrête de demander la permission d'exister. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous en avez pensé. Vos retours comptent énormément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt. С вами поговорить, выговориться. Меня зовут Стеша. Круассанчик, хватит. Хорошо. Но мое полное имя это Станислава. Да. Можно Стася, можно Стеша, как удобно. Нет. Станислава. Это совершенно другое имя. Ты не пельмень, ты Игорь. Так мою кошку зовут. Странный выбор имени для кошки. Ты забыл, где ты спишь? Что такое? Игорь, а напомни, пожалуйста, свое имя, если ты его не говорил. А то я постоянно тебя по нику зову. А что-то у меня твое имя из головы вылетело, если ты его говорил. Да, вот мне тоже кажется, что вроде не говорил. Мне исполнится 27. Давайте хоть узнаем. Имя Игли. Не говори ему, в смысле не говори. Еще на 1 год, годик постареешь, да, всего лишь-то. Ты уже спрашивал, Юра, нет? Сейчас я прям минуточку. Высморкаюсь и приду. Нет, мне не жарковато, мне нормально, я уже привыкла.
Спокойной ночи. Меня зовут Станислава. Станислава. Стася. Стеша. Ёпарасоте. Три минуты, хорошо. Погнали.